Smart et réglo, le droit, rien que le droit. On quitte les chimpanzés et le télétravail, qui est un livre passionnant, une réflexion passionnante de Pascal Pic, pour s'intéresser, Étienne Pujol, au droit de retrait. Étienne, je rappelle que vous êtes avocat en droit social au cabinet Berilo, faut-il le préciser. D'abord, le droit de retrait, de quoi s'agit-il? On va parler du Covid, mais le droit de retrait sur le plan du Code du travail. Oui, parce que c'est un droit qui existe depuis maintenant plusieurs décennies et qui est lié en fait à la santé et la sécurité des salariés sur le travail. En fait, c'est un mécanisme juridique par lequel les salariés peuvent dire « je suis en situation de danger et donc je refuse de travailler ». C'est quand même assez paradoxal que ce soit le salarié qui lui-même, s'estimant suffisamment en danger, se dise « je l'arrête de travailler et je te notifie à toi, mon employeur, que je ne vais pas travailler pour toi ». Ça marche comment? Parce que c'est vrai que c'est comme ça sur le principe, c'est pas mal. Oui. Tout d'un coup, je m'arrête. Non, il y a des règles précises qui régissent ce droit de retrait. Exactement, il y a des règles parce que c'est pas non plus au choix du salarié comme ça de s'improviser en danger. Alors c'est vrai qu'il faut qu'on soit dans une situation de danger grave et imminent, mais on est dans une situation dans laquelle c'est le salarié qui va s'estimer avoir une probabilité élevée d'être en danger grave et imminent, d'avoir un accident du travail ou une maladie professionnelle. Par exemple, par exemple, un exemple concret, un chauffeur qui constate que le matin, les pneus sont lisses sur son camion et il va dire, bah non, les pneus sont lisses, il pleut aujourd'hui, donc je ne vais pas je vais pas conduire votre camion. On a peu de temps, mais vous vous souvenez de ce droit de retrait collectif de la SNCF qui avait posé un problème aux avocats après un accident ou une agression d'un contrôleur qui avait été presque, je crois, mortellement blessé de mémoire. L'ensemble des contrôleurs s'étaient arrêtés du sud au nord de la France. Il y a des droits de retrait collectifs? Alors, il peut y avoir des droits de retrait collectif, tout à fait, quand la collectivité s'estime en danger. Et là, en l'occurrence, pour ces chauffeurs, il y avait un danger ressenti d'agression, c'est-à-dire qu'ils ne se sentaient pas suffisamment protégés, et donc en risque d'être agressés. Alors, allons au Covid, puisque est-ce que ce droit de retrait peut être et a été utilisé dans le cadre de cette crise Covid, c'est-à-dire considérant que j'ai pas mon pot de gel hydroalcoolique, j'ai pas la barrière vitrée, donc potentiellement je suis en danger. Ça s'est beaucoup vu plutôt en 2020. Au début. Au début, quand tout le monde a un peu tâtonné sur les gestes barrières, sur les flux de circulation, le gel hydroalcoolique, les masques, vous vous en souvenez, qui n'étaient pas encore là, etc., etc. Et donc effectivement, des droits de retrait ont été exercés. On commence à voir les premiers contentieux arriver devant le Conseil des prud'hommes aujourd'hui, liés à des sanctions consécutives à l'exercice de ce droit de retrait. Donc ça s'est vu effectivement beaucoup l'an dernier. Maintenant, les situations sont un peu en place, mais avec le projet de loi sur le pass sanitaire, là, dont on attend la décision du Conseil d'État dans quelques minutes, et la présentation ce soir en Conseil des ministres, il n'est pas impossible que du droit de retrait devienne d'actualité en situation de Covid. C'est intéressant parce qu'effectivement, le Conseil d'État examine le projet de loi, parce que le Conseil des ministres se tiendra aujourd'hui. Oui. On accélère évidemment le processus d'élaboration du texte. Quel est le lien entre droit de retrait et ce pass sanitaire? En fait, le salarié doit avoir des motifs raisonnables de penser qu'il est en situation de danger. Et donc, si c'est un des points juridiques qui nous travaille, nous, avocats, quel est ce motif légitime de penser que de savoir que son collègue n'a pas de passeport vaccinal, n'a pas été vacciné. Donc ça touche au droit de la santé, ça touche au droit du respect de la vie privée des salariés. On n'est pas censé le savoir. Ben non, exactement. Ça veut dire que pour rentrer dans les détails, parce que les avocats, enfin en tout cas les gens qui écrivent cette loi sont des juristes et examinent les jurisprudences, les difficultés, peut-être accompagnés d'ailleurs d'avocats qui les conseillent, on l'imagine. Il peut y avoir dans l'entreprise un cas de figure où un salarié qui, lui, à son pass sanitaire, a fait l'effort de faire 2 doses, pourra accabler un autre qui est à côté sur un poste de travail parce qu'il sait qu'il n'est pas vacciné. En tout cas, il pourrait y avoir débat à ce sujet-là, effectivement, parce qu'on sait que, a priori, dans l'état actuel des connaissances, on sait que quand on est vacciné, on a moins de chances d'être contaminé, ou si on est contaminé, on a plus de chances d'avoir des formes asymptomatiques du virus, mais on peut être toujours agent transmetteur, mais il n'en demeure pas moins que la santé peut être à risque ce faisant. Quand même, l'employeur, et je me souviens de cette affaire de la SNCF avait beaucoup hésité sur ce droit de retrait collectif, puisque certains évoquaient un danger imminent à un instant T sur un lieu précis, qui évidemment n'avait rien à voir avec les contrôleurs de Marseille ou de Lille. Exactement. Concrètement, qu'est-ce que fait à l'employeur? Est-ce qu'il peut refuser et considérer que c'est un abandon de poste? Exactement. En fait, la problématique de ces cessations d'activité collectives, c'est que ça ressemble beaucoup à la grève.
du coup. Déguisé. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette hésitation sur le fait qu'effectivement à Marseille, on n'avait pas les mêmes conditions d'insécurité que ce qu'il pouvait y avoir en banlieue parisienne. Et donc effectivement, le processus vis-à-vis de ces exercices de droit de retrait, c'est bien de considérer au cas par cas, et c'est apprécié vraiment en jurisprudence concrètement, est-ce que le salarié en question était légitime dans l'utilisation de son droit de retrait. C'est-à-dire que le DRH, la direction va dire, est-ce qu'il exagère ? Qui jauge ? Qui évalue ? Parce que c'est compliqué, ça, ce rapport. Le salarié va, j'imagine, se rendre physiquement dans un bureau pour dire « je n'exercerai pas mon travail aujourd'hui ». Il faut qu'il signe un document, il faut qu'il envoie un mail. Comment ça marche ? Concrètement, exactement. C'est une très bonne question, Arnaud, parce qu'il faut garder une trace écrite. Nous, les avocats, vous savez, les paroles s'envolent, seuls les écrits restent. Donc, il faut qu'il y ait une trace écrite de la part du salarié disant « aujourd'hui, je ne travaillerai pas pour toi ». Et l'employeur, dans ce cas-là, va convoquer ou va s'entretenir avec le salarié, faire un compte-rendu d'entretien et normalement, pour être pragmatique, il va évaluer si oui ou non il y a un risque pour le collaborateur en question quant à sa santé et sa sécurité. Et c'est là que va s'enclencher un processus, généralement avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire le CSE et l'ancien CHSCT, avec l'inspection du travail et la médecine du travail, pour évaluer si oui ou non la situation est à risque. Il y a eu par exemple des exemples de jurisprudence dans lesquels on a reproché au collaborateur d'avoir exercé son droit de retrait plutôt que d'aller signaler aux partenaires sociaux que son poste était à risque et que le DUR n'avait pas été actualisé. C'est ce que je voulais vous demander. Est-ce qu'il n'y a pas derrière quand même une forme de, les avocats connaissent ce mot, de méthode dilatoire un peu subtile pour déstabiliser les directions, alors qu'il suffirait d'aller voir le DRH ou le manager, lui dire « écoute, change-moi les pneus ». Dans l'heure et on part au travail. Exactement. C'est très compliqué, ça. Oui, et puis c'est très concret. C'est pour ça que nous, qui sommes conseils d'entreprise, on met en avant le pragmatisme. C'est-à-dire que quand le salarié exerce son droit de retrait, il ne faut pas laisser ça de côté et dire non, mais tu vas quand même aller travailler. Parce que s'il y a un accident, la responsabilité de l'employeur, y compris pénale, peut être engagée. S'il y a un accident et qu'il y a mort du collaborateur, c'est la responsabilité du chef d'entreprise qui va être engagée, alors qu'il aura été alerté du risque inhérent à l'exercice de la prestation de travail. On ne peut pas prendre ça à la légère. Non, c'est un sujet sérieux. Sans vous mettre en difficulté, il y a beaucoup de cas de droit de retrait. On en parle sur ce plateau. On voit que c'est un élément assez subtil. Il y en a beaucoup ou pas dans les entreprises ? Alors, il y en a plutôt sur de la manutention. C'est plutôt assez peu de professions intellectuelles sont touchées. Charges physiques. C'est les charges physiques, les travaux en extérieur. On parlait il y a 15 jours de travaux sous canicule, par exemple, etc., etc. Donc, ça se voyait plutôt dans les industries et ça s'est beaucoup vu, en tout cas ça a beaucoup pris d'ampleur l'année dernière à l'occasion de la Covid et donc on va voir les premiers contentieux apparaître avec de la jurisprudence qui va probablement s'affiner sur le contexte du passeport sanitaire et de la contamination à un virus. Juste un tout petit mot avant de partir, un salarié qui enclenche ce droit de retrait qui va finalement créer une forme de tension et de bras de fer avec la direction, puisqu'il faut le dire comme ça, il se met en danger derrière ? Il se met en danger s'il n'est pas légitime, c'est-à-dire que si son ressenti est un peu outrancier quelque part. Mais normalement, un salarié qui de bonne foi exerce son droit de rentrée ne peut pas être sanctionné. C'est-à-dire si licenciement il y a, le licenciement sera considéré comme nul. Si retenue financière il y a pour les heures non travaillées, là aussi elles devront être indemnisées. Étienne Pujol, je vous remercie. Alors cette fois-ci, je vous remercie, je vous souhaite de belles vacances, parce que la semaine dernière, j'avais déjà anticipé votre départ, et vous êtes revenu. Ouais. Merci pour votre fidélité chaque mardi ou presque sur le plateau, et l'éclairage que vous faites, puis les rebonds que vous faites d'ailleurs à nos textes, parce que j'ai vu que sur LinkedIn, vous aviez fait un relais d'un sujet que vous aviez évoqué ici sur ce plateau, et que vous avez prolongé sur LinkedIn. Merci Étienne. Un plaisir Arnaud. Partagez, vraiment. La suite, vous la connaissez, parce que évidemment, vous croisez Fanny Griesmer à la fin de votre chronique. Fanny Griesmer, on va rester pas sur les chimpanzés, mais vous allez voir, il y a un lien avec les animaux, parce que dites-moi quel manager vous êtes, j'essaierai de vous dire un peu quel est l'animal que vous êtes. Évidemment, c'est un bestiaire, Fanny Griesmer, pour cette dernière chronique du mardi. On accueille Fanny Griesmer, c'est la pause café.